Camille Morel avançait comme une ombre entre les murs vitrés du siège parisien de Valtieri Group, l'une des entreprises les plus puissantes du secteur technologique en Europe. Ses pas feutrés sur la moquette anthracite, sa blouse bleu pâle parfaitement boutonnée et ses cheveux attachés en un chignon strict faisaient d'elle un élément quasi invisible dans ce monde de costumes, de badges dorés et de café brûlant dans des tasses en porcelaine. Chaque matin, elle descendait du RER à la station La Défense, traversait la foule pressée d'employés, de cadres et de consultants et entrait par l'accès secondaire réservé au personnel de maintenance. De là, elle enchaînait les étages, nettoyant bureaux, salles de réunion et espaces communs, toujours en dehors des horaires de pointe. Elle connaissait par cœur les codes des ascenseurs, les habitudes des directeurs, les bureaux qu'on n'occupait jamais mais qu'on gardait ouverts pour les clients. Elle était là sans être là, une silhouette familière que personne ne regardait vraiment. Camille n'en souffrait pas. Elle avait appris à apprécier cette forme d'invisibilité. Elle observait les gens, les gestes, les mots dits à mi-voix. Elle écoutait les conversations qui glissaient dans les couloirs, les réunions en fin de journée qu'on croyait discrètes. Cette connaissance silencieuse lui donnait un sentiment étrange de contrôle, comme si elle percevait les failles d'un système fondé sur la façade. Édouard Valtieri, 40 ans cette année-là, PDG charismatique de l'empire familial, ne l'avait jamais remarqué. On racontait qu'il avait repris les rênes à 30 ans à peine, après le décès brutal de son père. Depuis, il avait triplé la valeur de la société, conquis les marchés étrangers et transformé Valtieri Group en symbole national d'innovation. Il était grand, toujours impeccable, et parlait peu lors des visites internes. Il passait, on se taisait. On disait de lui qu'il ne tolérait ni l'erreur ni l'inutilité. Et pour lui, Camille appartenait sans doute à une catégorie qui ne méritait pas plus qu'un hochement de tête distrait. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Il était presque 18 heures. La pluie tambourinait contre les vitres panoramiques du 38e étage. Camille avait fini plus tôt que prévu et s'apprêtait à redescendre lorsqu'elle entra dans l'ascenseur. À sa grande surprise, la cabine n'était pas vide. Édouard Valtieri, seul, les mains dans les poches de son manteau en laine grise, attendait déjà. Elle hésita une fraction de seconde, mais il lui fit un bref signe de tête. Elle entra, se tenant bien droite, en silence. L'ascenseur se referma. Un moment étrange flotta. Édouard regardait les chiffres défiler, distrait, puis son regard glissa sur Camille. Leurs yeux se croisèrent. Ce n'était qu'un instant, mais un instant assez long pour qu'il voie dans les siens quelque chose de rare, de franc, d'intense. Elle ne détourna pas le regard. Il sembla surpris, presque troublé, et puis elle parla. Une seule phrase, prononcée avec calme, sans agressivité. Une phrase anodine en apparence, mais qui résonna en lui comme un écho ancien. Vous savez, on voit mieux les décisions quand on nettoie les traces qu'elles laissent. Le silence retomba aussitôt. Elle ne cherchait pas la provocation. Elle n'avait ni levé la voix ni montré d'émotion particulière. C'était un simple constat. Et pourtant, dans le regard d'Édouard, quelque chose venait de bouger. Il détourna les yeux, presque nerveusement, et ne dit rien jusqu'au rez-de-chaussée. Quand les portes s'ouvrirent, Camille sortit sans un mot. Elle disparut dans le couloir comme une ombre parmi les ombres. Mais lui resta immobile, le regard fixé sur le vide, la phrase tournant encore dans sa tête. Quelque chose s'était fissuré, une sensation étrange, un malaise qu'il ne parvenait pas à identifier. Il avait l'habitude des discours brillants, des analyses percutantes, des critiques polies de ses partenaires stratégiques. Mais cette phrase-là, simple et nue, venait de frapper quelque chose de bien plus profond. Ce soir-là, dans son appartement du 7e arrondissement, il relut des dossiers oubliés, sortit une vieille carte des projets passés et chercha sans savoir quoi exactement. Le visage de la jeune femme revenait sans cesse dans son esprit, avec cette impression insidieuse qu'il avait déjà vu ces yeux-là, quelque part, dans une autre vie, ou dans un souvenir qu'il avait voulu effacer. Camille, de son côté, ne raconta à personne ce qui s'était passé. Elle rangea son uniforme, dîna seule dans sa petite chambre sous les toits et prépara son sac pour le lendemain. Mais en elle, quelque chose aussi avait changé. Elle avait vu dans les yeux d'un homme de pouvoir une faille minuscule mais réelle, et parfois une faille suffit à faire entrer la lumière. 3 jours s'étaient écoulés depuis cet étrange moment dans l'ascenseur. Camille n'en avait parlé à personne, ni à sa voisine de chambre,
ni à sa collègue de l'équipe de nettoyage qui la trouvait un peu trop silencieuse pour son âge. Elle avait effacé l'épisode de sa mémoire consciente, le rangeant dans cette zone floue des instants atypiques qu'on préfère ne pas analyser. Pourtant, une tension inhabituelle planait depuis. Ce n'était pas la première fois qu'elle croisait des figures d'autorité dans son travail, mais cette fois, quelque chose avait été différent. Ce n'était pas seulement le regard d'Édouard Valtieri ou sa réaction muette. C'était l'étrange impression que quelque chose avait été déclenché sans qu'elle sache quoi. Le 4e matin, à 8 heures précises, alors qu'elle était en train de désinfecter les poignées des portes du 30e étage, un agent de sécurité en costume noir s'approcha d'elle. Son badge portait un nom italien et un regard sévère qui ne semblait pas habitué à adresser la parole au personnel de service. Il s'arrêta net, jeta un œil à sa tablette, puis à Camille, et déclara sans préambule « Monsieur Valtieri souhaite vous voir. Maintenant ». Camille se redressa, interdite. Elle regarda autour d'elle, cherchant une confirmation silencieuse que c'était bien à elle qu'il parlait. Il ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Il tourna les talons, et elle n'eut d'autre choix que de le suivre, un linge encore humide dans la main. Ils montèrent en silence jusqu'au dernier étage. Là, le décor changeait radicalement. Moquette épaisse, silence feutré, œuvres d'art abstraites accrochées au mur, lumière naturelle filtrée par des stores automatiques. Elle n'y était jamais entrée. C'était l'espace des intouchables, celui où même les cadres supérieurs n'entraient que sur rendez-vous. Le garde la conduisit jusqu'à une porte en bois sombre, la plus éloignée du couloir. Puis il s'effaça. Camille attendit. Elle entendit un « entrer », bref et sans émotion. Elle posa la main sur la poignée. Son cœur battait un peu trop vite. Le bureau était vaste, épuré. Un grand mur de verre donnait sur les toits de Paris. Édouard Valtieri se tenait debout, dos à elle, observant la ville. Il ne se retourna pas tout de suite. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, presque neutre. « Merci d'être venu. Je n'aime pas perdre mon temps, alors j'irai droit au but. » Il se retourna enfin. Son visage ne trahissait rien, ni agacement, ni bienveillance. Il s'approcha de son bureau, s'y appuya légèrement, puis planta son regard dans celui de Camille. Il y aura une réunion importante demain soir. Présence restreinte. Partenaires, actionnaires, conseillers gouvernementaux. Une stratégie nouvelle sera dévoilée. C'est confidentiel. Camille restait immobile. Elle ne comprenait pas. Il poursuivit. « J'aimerais que vous y assistiez. À mes côtés. » Il ne s'expliqua pas davantage. Il laissa l'information flotter. Camille fronça légèrement les sourcils, pensant d'abord à une erreur, une mauvaise plaisanterie. Mais l'homme devant elle ne plaisantait pas. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, « Je crois que votre regard extérieur peut apporter une forme d'honnêteté à ce que nous allons présenter, et votre présence est importante. » Camille ne bougea pas. Une partie d'elle voulait dire non. L'autre ne savait pas comment faire. Il sembla percevoir son hésitation. Il attrapa un petit coffret posé à côté de son ordinateur et le posa sur la table. « Une robe vous sera livrée cet après-midi. Des chaussures. Un coiffeur passera demain à 17 heures. Tout est prévu. Ce n'est pas une invitation. C'est une proposition sérieuse. À vous de voir. » Elle ne toucha pas le coffret, ne dit rien. Elle sortit sans répondre. L'après-midi, de retour dans sa chambre, un colis l'attendait, sobre, sans logo. À l'intérieur, une robe d'un bleu profond, fluide, élégante, sans extravagance. Une paire d'escarpins discrets mais visiblement coûteux. Et une enveloppe contenant un carton d'invitation sans son nom, signé uniquement « Direction générale, Valtieri Group ». Camille resta longtemps à fixer le tissu étalé sur son lit. Elle n'était jamais entrée dans une boutique de ce genre de vêtements, encore moins porter une robe de créateur. Ce monde n'était pas le sien. Elle pensa à refuser. Elle composa même le début d'un message sur son téléphone pour annuler. Puis elle l'effaça. Elle n'aimait pas les dettes, mais encore moins les zones grises. Et cette proposition en était une. Elle voulait comprendre. Le lendemain, à 17 heures précises, une femme élégante frappa à sa porte. Coiffeuse, maquilleuse, discrète et efficace. Elle n'adressa que les mots nécessaires à Camille, la traitant avec un respect mécanique. À 19 heures, Camille descendit les escaliers du petit immeuble qu'elle occupait à Saint-Ouen. Une voiture noire l'attendait, chauffeur en uniforme. Elle monta sans un mot. Le trajet jusqu'au siège de Valtieri Group
lui sembla irréelle. Elle regardait son reflet dans la vitre de la voiture, cette femme bien habillée qui ne ressemblait qu'à moitié à elle-même. Elle repensait aux années passées à survivre avec le strict minimum, aux files d'attente pour les aides sociales, aux dossiers refusés pour cause de justificatifs manquants. Et maintenant, elle portait une robe que son ancien revenu mensuel n'aurait même pas permis d'effleurer. En entrant dans le hall principal de l'entreprise, elle sentit les regards se poser sur elle. D'abord curieux, puis plus lourds. On ne comprenait pas qui elle était. Son visage n'évoquait rien aux habitués des sphères du pouvoir. Une hôtesse voulut l'arrêter à l'entrée de l'ascenseur, réservé à la direction. Le chauffeur intervint. Elle est attendue. À l'étage, une assistante la guida jusqu'à la grande salle de réunion. Camille entra. La pièce était déjà à moitié remplie. Des hommes en costume, des femmes en tailleur sobre, des dossiers épais ouverts devant eux, des verres d'eau alignés. Des regards se tournèrent vers elle, certains surpris, d'autres presque indignés. Elle perçut les sourires contenus, les sourcils levés, les messes basses. Elle n'avait pas sa place ici. Elle le savait. Eux aussi. Mais elle s'assit là où on lui avait indiqué, à la droite d'Édouard Valtieri. Il entra quelques minutes plus tard. Il ne la regarda pas immédiatement. Il salua la salle, serra quelques mains, puis prit place. « Nous pouvons commencer, dit-il simplement. » Et sans même la nommer, il déclara « Ce soir, j'aimerais que certaines perspectives nouvelles soient entendues, certaines voix qu'on ne prend pas souvent le temps d'écouter. C'est pourquoi j'ai invité cette personne à se joindre à nous. » Un murmure d'incompréhension traversa la salle. Camille, droite, posée, sentit la tension monter autour d'elle. Elle garda les mains croisées sur ses genoux. Elle ne bougea pas. Mais à l'intérieur, son cœur battait avec force. Elle ne savait pas ce qu'on attendait exactement d'elle. Elle ne savait même pas pourquoi elle était là. Mais elle sentait que ce moment comptait, que, d'une manière encore obscure, tout avait commencé dans un ascenseur silencieux, et que ce n'était que le début. La salle de réunion principale du 43e étage ne ressemblait à aucun autre espace de l'immeuble. Elle avait été conçue pour impressionner. De larges baies vitrées offraient une vue dominante sur Paris, et chaque détail, du marbre gris au bois foncé poli de la table ovale, parlait d'exclusivité. L'éclairage était étudié pour flatter les visages, les murs tapissés d'œuvres contemporaines prêtaient au lieu une élégance calculée. Dans cette pièce se jouaient les décisions les plus sensibles de Valtieri Group, des décisions qui touchaient des milliers d'employés, des millions d'euros et parfois des quartiers entiers de ville, sans que ceux qui y vivaient ne sachent jamais qui avait apposé la signature finale. Camille, assise parmi eux, était une anomalie. Personne ne la connaissait. Personne ne comprenait sa présence, et personne ne faisait l'effort de dissimuler son agacement. Elle sentait les regards couler vers elle comme de fines lames, analysant chaque détail, sa posture, ses mains posées sur ses genoux, son visage trop jeune, ses boucles ramenées derrière les oreilles, sa robe, belle mais sans logo, comme si elle tentait de jouer un rôle. Il voyait une erreur, une distraction, peut-être un caprice du PDG, mais certainement pas une invitée légitime. L'atmosphère était tendue. Les premières minutes de la réunion furent consacrées à des exposés techniques. Une présentation projetée sur l'écran central détaillait les projections de croissance, les acquisitions en cours, les courbes ascendantes des marchés. Des mots savants fusaient, stratégie de transition numérique, partenariats internationaux, convergence des données. Camille écoutait sans broncher, le regard attentif. Ce n'était pas nouveau pour elle. Elle avait entendu ces mêmes mots dans les couloirs, répétés en boucle par les consultants pressés, qui croyaient être seuls, dans les toilettes ou les espaces cafés où elle passait la serpillière. Ce qui était nouveau, c'était d'y assister de face, assise à cette table. C'était de voir les bouches qui prononçaient ces formules, les yeux qui les accompagnaient, de comprendre que l'assurance de ces hommes n'était pas si étanche. Certains se répétaient, d'autres évitaient de croiser le regard du président, et quelques-uns jetaient vers elle des regards furtifs, agacés, inquiets ou ironiques. Un homme aux tempes grises, assis en face d'elle, toussa brièvement, puis murmura à son voisin en se penchant légèrement. L'autre étouffa un sourire, et Camille comprit qu'il venait de formuler une remarque à son sujet. Elle sentit un picotement au creux du ventre, mais ne montra rien. Elle savait que le simple fait de ne pas flancher était une forme de réponse. Édouard Valtieri, lui, se tenait droit. Il n'avait encore adressé aucun mot directement à Camille depuis leur entrée. Il ne la regardait pas plus que les autres.
Il menait la réunion avec calme comme à son habitude, laissant à ses directeurs le soin de détailler les étapes du prochain grand projet. Un plan d'investissement massif dans la transformation urbaine de plusieurs banlieues françaises, avec la promesse de créer des hubs technologiques, des logements mixtes, des centres de recherche. Puis vint le moment de la discussion ouverte. C'est alors qu'un des directeurs les plus anciens, Marc Duverger, la soixantaine arrogante, tira sur sa cravate et, avec un sourire en coin, lança d'une voix trop posée pour être innocente « Et vous, mademoiselle, puisque vous êtes parmi nous ce soir, peut-être avez-vous un avis à partager? Que pensez-vous de cette initiative ?» Le silence tomba. Tout le monde tourna les yeux vers Camille, certains curieux, d'autres amusés, quelques-uns franchement dédaigneux. L'homme qui venait de parler ne l'avait pas fait pour inclure. Il l'avait fait pour exposer, pour humilier. Il attendait un malaise, un bafouillement, un retrait. Elle n'avait pas de titre, pas de diplôme affiché, aucun badge. Elle n'avait rien, sinon cette robe et sa présence étrange à cette table. Mais Camille ne baissa pas les yeux. Elle inspira lentement, puis parla. « Je pense que vous ne construisez pas des quartiers. Vous redessinez des cartes pour des gens que vous ne rencontrez jamais. » Un souffle léger parcourut la salle. Pas un choc, une fissure. Elle continua d'une voix claire, sans trembler. « On parle d'investissement, de connexion, d'innovation. Mais on oublie que derrière les pourcentages, il y a des familles, des enfants, des gens qui vivent dans ces zones que vous appelez à requalifier, et que ce que vous appelez requalification est parfois vécu sur place, comme une expulsion déguisée. » Personne ne l'interrompit. Le visage de Marc Duverger s'était figé dans une moue contrainte. D'autres écoutèrent maintenant avec plus d'attention. Camille se pencha légèrement, les mains posées bien à plat sur la table. Sa voix restait posée, mais chaque mot tombait comme une lame. Vous parlez d'injecter des millions dans des projets urbains, mais dans le quartier de Saint-Priest, près de Lyon, Valtieri Group avait promis des emplois, des écoles rénovées, des infrastructures. Et aujourd'hui, ce quartier a été découpé, gentrifié, puis oublié. Les bâtiments tombent en ruine, les jeunes n'ont pas de perspective, et les familles, elles n'ont même plus de voix pour protester. Un nom, un lieu, une accusation à peine voilée. Dans la salle, un frémissement, des regards échangés. Et au bout de la table, Édouard Valtieri, immobile. Camille ajouta calmement. « Je le sais parce que j'y ai grandi. » Et ce fut tout. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Un vide lourd s'installa. Un silence épais, dense, fait de doutes, de culpabilité latente, d'étonnement mal dissimulé. Un silence qui, dans ce genre de pièce, valait plus que tous les discours. Un silence que seule la vérité pouvait provoquer. Édouard Valtieri n'avait pas bougé. Son visage s'était figé non pas dans le contrôle, mais dans quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Un éclat de surprise, une mémoire brusquement réveillée. Un malaise ancien que ces mots venaient d'arracher à l'oubli. Et Camille, elle, se rassit lentement, reprit sa posture initiale, droite, digne. Elle n'avait pas crié, pas accusé. Elle avait seulement dit ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vécu. Et cela suffisait. La réunion, pour la première fois depuis le début, venait de perdre son rythme mécanique. Quelque chose avait été déplacé, déconstruit, dévoilé. Et tous, désormais, savaient que cette soirée ne se terminerait pas comme les autres. Un changement d'atmosphère s'était opéré dans la salle sans que personne ne le commande. Le murmure de fond habituel, les froissements de papier, les toux discrètes et les mouvements sur les fauteuils s'étaient arrêtés. Une sorte de silence figé dominait la pièce, où l'air semblait plus dense. Camille venait de s'asseoir, après sa déclaration sur le quartier de Saint-Priest, et pourtant, le poids de ses paroles flottait encore dans l'espace, comme une brume qu'on n'arrive pas à dissiper. Les visages autour de la table étaient tendus, certains crispés, d'autres clairement déstabilisés. L'intervention de Camille avait jeté une lumière brute sur une partie de l'histoire de l'entreprise que beaucoup préféraient oublier. Mais surtout, elle avait révélé quelque chose d'encore plus troublant. Elle savait. Elle n'était pas une spectatrice naïve ou une invitée de dernière minute propulsée ici par un caprice du PDG. Elle parlait avec connaissance, avec une précision que l'on n'attendait pas d'une femme dont le rôle dans l'entreprise était censé se limiter au nettoyage des vitres et au rangement des salles. Édouard Valtieri, toujours assis en bout de table, ne disait rien. Il avait les mains croisées devant lui, le regard légèrement baissé,
comme s'il cherchait à reconstituer un puzzle dont les pièces lui avaient échappé trop longtemps. Il ne défendait pas Camille. Il ne la contredisait pas non plus. Il observait, écoutait, et cela suffisait à alimenter la confusion dans l'esprit des autres dirigeants, car ce silence, chez un homme aussi direct que lui, n'était pas ordinaire. Ce fut une femme, la directrice financière, qui brisa le silence. Elle redressa les épaules, feuilletant nerveusement un document qui ne nécessitait pas vraiment son attention, puis lança, sur un ton qui se voulait diplomatique, mais trahissait un léger agacement. Il est évident que certains aspects sociaux n'ont pas été suffisamment évalués. Nous pourrons intégrer une analyse d'impact dans les phases suivantes du projet. Une tentative de recentrage, de normalisation. Mais elle ne produisit pas l'effet escompté. Au lieu d'apaiser les tensions, elle les révéla. Un autre directeur, plus jeune, au regard acéré, penché légèrement en avant, osa poser la question que tous semblèrent contenir. Mais enfin, qui est-elle exactement? Elle n'est pas sur nos registres. Quel est son rôle ici? Cette fois, tous les regards se tournèrent à nouveau vers Édouard, comme s'il détenait la clé d'un malaise qui ne demandait qu'à exploser. Il leva enfin les yeux, croisa ceux de Camille, puis répondit simplement, sans hausser le ton, « Elle est là parce que j'ai estimé que sa voix devait être entendue, et vous venez d'en avoir la preuve. » Un frisson traversa la pièce. On ne discutait pas souvent les décisions d'Édouard, du moins pas frontalement, mais cette fois un autre homme, plus ancien, avec des années d'ancienneté dans le conseil stratégique, prit la parole avec une voix plus ferme, presque irritée. « Nous comprenons l'intention, mais avec tout le respect, nous parlons ici de stratégie à haut risque, de négociations confidentielles, de données sensibles. On ne peut pas ouvrir ce genre de réunion à quelqu'un de l'extérieur. Ça compromet l'équilibre du conseil. » Camille se sentit visée sans détour, mais elle ne montra rien. Elle savait que dans leur esprit, elle n'était pas seulement une étrangère, elle était une présence indésirable, une fracture dans leur système fermé. Puis, comme pour clore le sujet par une touche d'ironie cruelle, Duverger, toujours installé en face d'elle, reprit la parole avec un sourire froid. « Puisque vous semblez avoir des idées sur tout, que pensez-vous de notre futur partenariat avec le consortium européen sur l'intelligence territoriale? Je suppose que vous avez également un avis sur l'allocation des 500 millions d'euros en jeu ?» Des ricanements étouffés fusèrent à droite et à gauche de la salle. Ce n'était plus une question, c'était une provocation, une tentative de la mettre face à sa supposée incompétence, de la faire chuter devant tout le monde. Camille, pourtant, resta immobile pendant quelques secondes. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Duverger dans les yeux calmement, puis elle tourna légèrement la tête vers le grand écran qui affichait encore les cartes colorées des projets territoriaux. Enfin, elle parla. « Vous comptez investir dans la modernisation numérique de zones périurbaines sans d'abord comprendre pourquoi les précédentes initiatives ont échoué. Vous parlez d'intelligence territoriale. Mais comment voulez-vous que l'intelligence fonctionne quand elle ne part pas de la réalité des territoires? Où sont les enquêtes de terrain, les consultations locales? Vos chiffres, je les ai lus. Ils viennent d'agences de notation qui n'ont jamais mis un pied sur place. » Un des assistants au fond de la pièce, qui jusque-là tapotait sur son ordinateur, releva la tête. On sentait dans la salle que quelque chose était en train de basculer. Elle poursuivit, avec plus de précision. « Vous allez injecter des millions dans des infrastructures numériques sans former les habitants à les utiliser. Vous parlez de hubs, de connectivité, d'incubateurs. Mais où sont les plans pour inclure les jeunes qui n'ont même pas terminé leur lycée? Où est le programme d'accompagnement? Où est la logique humaine dans votre logique technologique? » La salle était redevenue silencieuse. Cette fois, il n'y avait pas de ricanement. Même Duverger ne répondit pas. Il s'était attendu à un moment de ridicule. Il avait provoqué une démonstration. Édouard, lui, n'avait pas bougé, mais ses yeux étaient désormais fixés sur elle. Et dans ce regard, une tension nouvelle. Pas de l'admiration, pas de la gêne, quelque chose d'autre. Une forme de trouble profond, comme s'il venait d'entendre pour la première fois une voix qu'il connaissait sans l'avoir jamais identifiée. Et ce trouble allait se transformer en secousse lorsque Camille prononça la dernière phrase de son intervention. À Saint-Priest en 2010, Valtieri Group avait déjà promis des bornes connectées, des formations, des incubateurs pour les jeunes. Mon quartier attend encore. Rien n'est venu. Rien sauf les excuses après les coupures de financement.
Vous étiez responsable du projet, monsieur Valtieri. C'était votre nom sur les documents. Et c'est encore votre nom qu'on utilise aujourd'hui pour nous convaincre. » Le visage d'Édouard se figea. Une pâleur presque imperceptible traversa son teint. Il serra les mains devant lui. Le passé venait d'entrer dans la pièce, sans invitation. Camille, elle, se tut. Et cette fois, il n'y avait plus aucun doute. Tout venait de basculer. Personne n'osa parler dans les secondes qui suivirent. C'était comme si l'air avait été vidé de toute son énergie, comme si chaque respiration dans la salle était devenue trop lourde, trop visible. Édouard Valtieri, d'ordinaire maître absolu de ses expressions, de ses silences comme de ses mots, paraissait ailleurs. Il fixait Camille sans la voir réellement. Ses pupilles ne cherchaient plus à analyser, à décoder ou à jauger. Elles semblaient avoir glissé dans un souvenir, dans un recoin de sa mémoire qu'il avait volontairement scellé depuis des années. La salle, quant à elle, s'était figée dans une posture d'alerte. Les regards passaient alternativement de Camille à Édouard, puis revenaient à l'écran où le plan du quartier de Saint-Priest clignotait encore en fond, comme une accusation muette. Tout ce que Camille venait de dire ne pouvait être balayé d'un revers de main. Et maintenant, un nom flottait au-dessus de la réunion, invisible mais brûlant. Léa Morel. Camille n'avait pas encore prononcé ce nom, mais la mention du projet de 2010 à Saint-Priest, la précision des faits, le ton posé, presque froid, avec lequel elle avait parlé de promesses non tenues et de responsabilités signées, tout menait à cela. Édouard savait. Il savait exactement ce qui se cachait derrière ces mots. Il se souvenait. Le quartier de Saint-Priest avait été à l'époque un point de rupture dans sa carrière. Fraîchement nommé à la tête du département des projets urbains au sein de Valtieri Group, Édouard avait cru à l'idée de transformation rapide, de redéveloppement stratégique, d'innovation au service de la réhabilitation. Le projet avait été annoncé en grande pompe, avec conférences de presse, partenariats public-privé et promesses en cascade. Il s'était déplacé lui-même sur le terrain, avait posé avec des élus, distribué des discours écrits à l'avance et aligné des chiffres de croissance qui faisaient rêver les actionnaires. Mais tout avait échoué. Les financements s'étaient évaporés. Les prestataires avaient déserté. Les infrastructures n'avaient jamais été finalisées. Et la population, cette communauté à laquelle on avait promis un avenir, avait été laissée à elle-même dans un chaos encore pire qu'avant. À l'époque, une femme avait pris la parole publiquement lors d'une réunion municipale et avait directement mis en cause la direction du groupe. Elle s'appelait Léa Morel, une assistante sociale du quartier, une voix qui n'avait pas tremblé, malgré les caméras, malgré les pressions. Elle avait énuméré les engagements non respectés, les familles déplacées, les logements murés, les jeunes laissés sans encadrement. Édouard se souvenait d'elle. Mieux encore, il n'avait jamais pu l'oublier. Et maintenant, cette jeune femme en face de lui, aux traits trop proches de ceux qu'il avait entreaperçus 15 ans plus tôt, venait de poser devant lui les morceaux d'un passé qu'il avait tenté d'effacer. Un des membres du conseil, mal à l'aise, se pencha discrètement vers son collègue pour lui murmurer quelque chose. La tension était palpable. Un autre consultant prit une gorgée d'eau, les mains tremblantes. Personne ne savait comment reprendre la réunion. Personne ne voulait être le premier à détourner les yeux du regard perdu du PDG. Camille, elle, restait immobile. Sa voix ne revenait pas tout de suite. Son visage était redevenu fermé. Ce qu'elle avait dit était suffisant. Elle n'attendait pas d'approbation, pas de reconnaissance. Elle venait de dévoiler un fait, et c'était tout. Mais en elle, quelque chose s'était déplacé. Elle avait vu ce que peu de gens avaient eu la chance d'observer, l'instant exact où un homme de pouvoir perd le contrôle de sa propre narration. Enfin, après une minute de silence total, Édouard parla. « Saint-Priest, oui. » Sa voix n'avait plus l'assurance dure de ses interventions habituelles. Elle était plus lente, plus grave, presque lasse. Il leva les yeux, croisa ceux de Camille et ajouta « Je me souviens de tout. » Ce simple aveu suffisait à faire comprendre que la situation n'était pas un hasard, qu'il savait très bien qui elle était, qu'il avait compris, et que, d'une certaine manière, il était temps de faire face. Camille, sans changer de ton, prononça alors ce nom. Léa Morel. Ma mère. Ce fut comme un coup porté à la structure invisible de la pièce. Les épaules d'Édouard s'affaissèrent légèrement. Il cligna des yeux, comme pour chasser une image précise. Les membres de la direction se regardaient entre eux.
certains cherchant à associer le nom à une vieille polémique, d'autres devinant immédiatement le lien que cela impliquait. Elle poursuivit, d'un ton calme, presque clinique. Elle s'est battue pour maintenir le centre social du quartier ouvert, pour empêcher l'évacuation des familles. Elle a organisé des distributions alimentaires quand les aides se sont arrêtées. Elle croyait en vos promesses, jusqu'à ce qu'elle comprenne que vous n'alliez pas revenir. Personne n'interrompit. Même ceux qui, quelques minutes plus tôt, auraient haussé les sourcils, restaient maintenant figés, comme s'ils assistaient à un procès auquel ils n'étaient pas prêts. « Elle est tombée malade », continua Camille. « Elle a tenu jusqu'au bout sans jamais vouloir partir. Elle disait que si elle partait, ce serait comme abandonner les autres. Elle est morte dans ce même quartier, 2 ans plus tard. Sans soins adaptés, sans aide. J'avais 11 ans. Les mots étaient d'une précision brutale. Pas de larmes, pas d'apitoiement, juste des faits, posés avec une dignité implacable. Et dans cette précision, il y avait quelque chose de plus fort que tous les discours de la salle. Camille n'était pas venue chercher vengeance, elle était venue restituer la vérité. Édouard inspira lentement. Son visage s'était durci, mais ses yeux restaient profondément marqués. Il cherchait quoi dire, mais aucun mot ne semblait suffisant. Tout avait déjà été dit, tout était désormais exposé. Et il savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus comme avant. Les membres du conseil se consultaient du regard. Certains s'inquiétaient déjà des conséquences. D'autres comprenaient qu'ils étaient témoins d'un tournant. On n'entendait plus que les légers bourdonnements du système de ventilation et les pages qu'un assistant tournait nerveusement, sans les lire. Camille, elle, ne bougea pas. Elle n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, car la vérité, une fois prononcée, ne demande aucune répétition. Le choc provoqué par la révélation de Camille n'avait pas fini de faire son effet. La salle, d'ordinaire rythmée par des interventions rapides et des échanges de stratégie, était tombée dans une sorte de flottement grave. Personne ne semblait savoir quelle posture adopter. L'autorité d'Édouard, habituellement incontestable, venait de subir une fissure silencieuse, et le visage figé de Camille, chargé de vérité, avait redéfini toutes les hiérarchies invisibles dans la pièce. Ce fut justement ce vide de réaction qui fit naître le désordre, car dans les structures de pouvoir, le silence prolongé est perçu comme une faiblesse, et certains y voient toujours une opportunité. Le premier à s'exprimer fut Laurent Guitry, directeur des opérations depuis plus de 15 ans, réputé pour son esprit pragmatique et sa loyauté conditionnelle. Il redressa le dos, entrelaça ses doigts devant lui et parla d'une voix ferme, presque sèche. « Édouard, je comprends que cette histoire est une résonance personnelle, mais ce que nous venons d'entendre, aussi sincère soit-il, n'a pas sa place dans une réunion stratégique de ce niveau. Ce n'est ni le moment ni le format pour rouvrir des dossiers émotionnels. Nous avons des engagements à tenir, des partenaires à rassurer, une cohérence à maintenir. » Il n'osa pas regarder Camille directement. Son regard sautait de feuille en feuille, comme s'il cherchait des chiffres pour contrebalancer la réalité brute qu'elle venait de déposer au centre de la table. Un autre, plus jeune, osa renchérir. Bastien Delorme, responsable innovation, fraîchement nommé, prit la parole avec un ton empreint d'une fausse prudence. « Je ne remets pas en question les souffrances vécues, ni la légitimité de certains constats, mais j'ai l'impression qu'on instrumentalise un passé douloureux pour fragiliser une vision d'avenir. Ce que nous construisons maintenant, ce sont des projets solides, avec des garanties. On ne peut pas se laisser guider par des émotions liées à un autre temps. » Il prononça le mot « émotion », comme s'il s'agissait d'un virus, d'un intrus qui contaminait la rationalité du système. Mais plusieurs membres du Conseil n'étaient plus aussi sûrs d'eux. Il suffisait de regarder leurs mains, leurs épaules, leur posture soudain moins rigide. La présence de Camille avait déstabilisé plus profondément que certains n'étaient prêts à admettre. Et c'est alors qu'une voix plus forte, plus cassante, surgit à l'extrémité de la table. Une voix qui ne cherchait plus à masquer son hostilité. Duverger. Ça suffit. Il posa brutalement ses 2 mains sur la table, fit basculer légèrement sa chaise en avant et fixa Édouard d'un regard noir. « J'ai supporté beaucoup de vos fantaisies, Édouard. Vos décisions unilatérales, vos nominations hors process, vos refus de consulter les pôles avant de signer. Mais là, vous franchissez une limite. Faire entrer une employée de base dans une réunion confidentielle, l'exposer à nos stratégies internes, et maintenant nous imposer un récit familial, comme s'il s'agissait d'un rapport d'expertise. C'est une faute professionnelle. » Certains membres du comité, visiblement gênés par la brutalité du ton,
baissèrent les yeux. Mais aucun ne tenta de l'interrompre. « Vous jouez avec l'image de cette entreprise, » poursuivit-il. « Vous jouez avec sa stabilité. Et pourquoi? Pour expier une faute que vous n'assumez même pas vraiment. Pour donner une tribune à une fille dont la douleur, certes réelle, ne remplace ni l'analyse, ni l'expérience, ni la compétence. » Il se tourna cette fois vers Camille, la dévisageant sans retenue, comme pour l'écraser sous le poids de ses mots. « Et vous, mademoiselle, vous croyez avoir le monopole de la souffrance. Des quartiers délaissés. Vous croyez être la seule à avoir perdu quelqu'un. Ce n'est pas une biographie qui construit une stratégie d'entreprise. » Le silence qui suivit était d'une densité presque physique. Camille ne réagit pas tout de suite. Elle attendit, comme si elle mesurait l'espace entre les mots. Puis, calmement, elle se leva. Elle ne haussa pas le ton. Elle n'accéléra pas son débit. Sa voix, toujours aussi claire, résonna avec plus d'effet que tous les éclats de colère. « Je ne suis pas ici pour raconter une biographie. Je ne suis pas ici pour qu'on me plaigne. Je suis ici parce qu'on m'a demandé mon avis, et je l'ai donné. Vous pouvez le rejeter, c'est votre droit. Mais ne me dites pas que je suis illégitime parce que je n'ai pas vos diplômes ou vos bureaux avec vue sur la Seine. Ce que je sais, je ne l'ai pas appris dans vos écoles. Je l'ai vécu. » Elle fit une pause, puis ajouta « Je n'ai pas besoin de votre validation. Ce que je vous ai dit est réel. Et vous pouvez tourner la tête, brandir vos tableaux Excel, ça ne changera rien. Ce quartier, ces gens, cette histoire existent. Et vos projets ne sont rien si vous continuez à les construire sans eux. » Les mots, simples mais irrévocables, se répandirent comme une onde dans la salle. Un ou deux membres hochèrent légèrement la tête, presque imperceptiblement, mais ce fut suffisant pour signaler que l'équilibre commençait à se fissurer. Duverger, visiblement contrarié de ne pas avoir réussi à écraser sa voix, recula légèrement dans son siège, sans mot dire. Édouard, quant à lui, restait silencieux. Mais dans ses yeux, une décision se formait. Ce n'était pas encore un choix stratégique. C'était plus fondamental. Il comprenait à cet instant précis que ce qui se jouait ici dépassait largement le cadre d'une simple réunion. Il sentait que le modèle même de l'entreprise était en question, qu'on ne pouvait plus avancer en prétendant que les erreurs du passé n'avaient pas de conséquences, et que les murs qu'il avait élevés pour se protéger, des autres, de lui-même, de ses regrets, venaient de recevoir leur première fissure. La réunion s'acheva sans vote, sans conclusion claire. Édouard demanda une pause. Camille sortit la première, droite, sans se retourner. Et dans son sillage, les conversations commencèrent à fuser en coulisses. Qui était-elle, vraiment? Que faisait-elle là? Et surtout, pourquoi le PDG semblait-il si touché? Les questions naissaient, et avec elles, la peur que ce ne soit pas un incident isolé, la peur que quelque chose dans les fondations même du groupe soit en train de changer. Lorsque Camille franchit les portes de la salle de réunion, elle sentit sur sa peau, avant même de l'entendre, le changement de température. Dans le couloir, l'air semblait plus léger, moins saturé de tension et de regards accusateurs. Pourtant, en elle, rien n'était encore apaisé. Ce qu'elle venait de dire avait laissé une trace. Non pas une blessure, mais une confirmation silencieuse. Elle n'était pas venue là pour provoquer ou provoquer un scandale. Elle avait simplement fait ce que personne dans cette entreprise n'avait osé faire depuis longtemps, regarder les faits en face et leur accorder la dignité d'être nommée. Elle marcha jusqu'à l'extrémité du couloir, où un fauteuil d'appoint avait été placé près d'une baie vitrée. Là, sans dire un mot à personne, elle s'assit. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer dans le lointain. Paris s'étirait devant elle comme un organisme vaste et indifférent, ignorant encore que, dans l'un de ses cœurs économiques, quelque chose avait bougé. Dans la salle, derrière les portes opaques, la voix d'Édouard s'était enfin élevée. Mais ce n'était pas un discours. Il n'y eut pas de défense, pas d'ordre donné. Juste une phrase, une seule. Pause. 15 minutes. Pas une minute de plus. Pas une explication. Et personne n'osa discuter. Tous quittèrent la pièce par petits groupes, dans un mélange de confusion, de nervosité et de prudence calculée. Les conversations reprirent dans les couloirs, mais elles avaient changé de ton. Il ne s'agissait plus de projets ou de chiffres, il s'agissait de Camille. Qui était-elle exactement? Pourquoi Édouard l'avait-il fait venir ici, dans un moment aussi stratégique? Et surtout, qu'est-ce que cette histoire révélait sur lui,
sur ce qu'il savait, sur ce qu'il avait choisi d'ignorer toutes ces années. Certains cadres, habitués à lire les mouvements du pouvoir mieux que personne, sentaient que ce qu'ils venaient de vivre n'était pas une simple parenthèse. Ce n'était pas un incident regrettable qu'on pourrait effacer d'un communiqué interne. Il y avait dans cette confrontation une vérité trop forte pour être écartée. Du côté de Camille, le téléphone qu'elle tenait dans sa main vibra légèrement. Un message d'un numéro inconnu. Il était bref, presque abrupt. « Restez. Je vous verrai après. EV. » Elle ne répondit pas. Pas par défi, mais parce qu'elle n'avait rien à ajouter. Elle n'était pas venue pour négocier. Elle n'avait pas non plus prévu d'attendre un quelconque échange. Pourtant, elle resta. Non pas par obligation, mais parce qu'une part d'elle-même voulait comprendre pourquoi cet homme, après tant d'années de silence, semblait soudain prêt à entendre. Pendant ce temps, dans la salle désormais vide, Édouard restait seul. Il n'avait pas bougé de son siège. Ses mains étaient croisées devant lui, posées sur la table, mais il ne regardait rien. Son esprit remontait dans le passé avec une clarté douloureuse. Les premiers jours du projet de Saint-Priest. Les réunions avec les élus locaux, les sourires forcés, et surtout cette rencontre brève mais marquante avec Léa Morel, cette femme aux cheveux tirés en arrière, au regard perçant, à la voix ferme qui ne cherchait ni à séduire, ni à provoquer, mais seulement à dire ce qui devait être dit. Il se souvenait très bien du jour où elle était entrée dans cette salle municipale, les bras chargés de dossiers, de témoignages, de chiffres officiels. Elle avait parlé sans trembler, face à une dizaine d'hommes en costume. Elle avait dénoncé les retards, les engagements non tenus, les familles déplacées. Elle avait posé une seule question à laquelle il n'avait jamais su répondre. Combien de fois faudra-t-il qu'on nous promette un avenir avant de comprendre qu'il ne viendra jamais? Édouard n'avait pas su quoi répondre. Il avait fermé son dossier. Et quelques semaines plus tard, il avait quitté le projet. Officiellement pour raison de réaffectation. En réalité, parce qu'il n'avait pas supporté d'être confronté à une réalité qu'aucune courbe ne pouvait justifier. Et maintenant, la fille de cette femme se trouvait à quelques mètres de lui, et elle venait de poser sur la table la même exigence, qu'on regarde la vérité en face. Pas pour s'en excuser, pas pour s'en défendre, mais pour enfin commencer à faire ce qui n'avait jamais été fait. Dans les couloirs, les murmures s'épaississaient. Des noms circulaient. Léa Morel, Camille Morel, Saint-Priest, 2010. Des assistants cherchèrent des archives. Des cadres tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Certains contactaient des journalistes qu'ils connaissaient. Ils savaient que cette histoire risquait de sortir, qu'il faudrait préparer une réponse. Mais aucune stratégie de communication ne suffirait à contenir ce qui venait de se passer. Camille, toujours assise près de la baie vitrée, entendait des bribes de conversation. Elle ne cherchait pas à écouter, mais les mots flottaient jusqu'à elle. Elle était dans l'équipe de nettoyage, non? Tu crois qu'il y a un lien personnel entre eux? Il aurait dû nous prévenir. Si la presse s'en empare, on est mort. Elle ferma les yeux un instant. Elle n'éprouvait ni fierté, ni regret. Elle avait simplement dit la vérité. Ce n'était pas un exploit. Ce n'était pas un acte héroïque. C'était juste la seule chose qu'elle pouvait faire face à ceux qui avaient appris à tout camoufler derrière des graphiques et des protocoles. 18 minutes s'étaient écoulées quand l'assistante personnelle d'Édouard arriva enfin à sa hauteur. « Monsieur Valtieri vous attend dans son bureau. » Camille se leva. Elle n'eut pas besoin d'être guidée. Elle connaissait l'emplacement exact. On ne passe pas des mois dans un immeuble sans savoir qui habite les étages supérieurs. Mais cette fois, ce n'était pas en silence qu'elle allait y entrer. Ce n'était pas en nettoyant les traces des autres. C'était pour parler, pour écouter, pour comprendre, enfin, ce que cet homme avait tu pendant toutes ces années. Lorsqu'elle entra dans le vaste bureau, Édouard se tenait debout, les bras croisés, face à la fenêtre. Il ne se retourna pas immédiatement. Il attendit qu'elle referme la porte. Puis, d'une voix plus basse que jamais, il demanda « Vous avez toujours su ?» Elle répondit sans hésiter. « Pas au début, mais quand j'ai vu votre nom sur les documents du projet, tout m'est revenu. » Il se retourna lentement, et dans ses yeux, il n'y avait ni supériorité ni défense. Il y avait ce qu'on voit rarement chez les puissants, une conscience nue. « Alors il est temps de parler, dit-il. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. Le bureau d'Édouard Valtieri, immense et baigné d'une lumière artificielle tempérée, avait été conçu pour impressionner sans jamais intimider.
Le mobilier était sobre mais précieux, les murs habillés de bois mat, les détails techniques dissimulés dans des panneaux invisibles. Pourtant, en cet instant précis, aucun de ces éléments ne parvenait à masquer la densité de la conversation qui s'annonçait. Camille était entrée sans hésitation. Elle s'était tenue droite, sans défi, sans soumission non plus. Édouard, de son côté, avait abandonné tout protocole. Il marcha lentement jusqu'à la table basse, fit un signe discret pour l'inviter à s'asseoir, puis s'installa à son tour, dans le fauteuil d'en face. Il ne s'agissait plus d'un rapport hiérarchique. Le décor n'était plus celui d'un entretien, ni d'un débrief. C'était un face-à-face nécessaire, dont aucun des deux ne connaissait encore le déroulement exact. Camille fut la première à parler. « Pourquoi m'avoir fait venir à cette réunion ?» Édouard mit quelques secondes avant de répondre. Ses doigts glissèrent sur la coudoir, un geste mécanique qui trahissait une tension maîtrisée de justesse. « Parce que, depuis cette phrase dans l'ascenseur, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous, à ce que vous aviez dit, à ce que ça réveillait. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et parce que je vous ai reconnu. Pas tout de suite. Mais quelque chose dans votre regard m'a ramené à Léa. » Camille ne réagit pas à cette mention. Elle attendait. Elle voulait qu'il parle, qu'il creuse plus loin. Pas qu'il effleure. Édouard le comprit. Léa Morel a été l'une des premières personnes à me confronter dans ma carrière. Pas en hurlant, pas en accusant, en exposant simplement. J'étais jeune, ambitieux, convaincu qu'on pouvait réparer des quartiers comme on répare une machine. En injectant des fonds, en traçant des plans, en recrutant des sous-traitants. J'étais persuadé de faire le bien. Et quand ça a échoué, j'ai fui, comme les autres. On a coupé les ponts, abandonné le chantier, déplacé les financements. J'ai quitté le projet avec une lettre de promotion et une page tournée dans mes dossiers. Mais cette femme, elle n'a jamais quitté ma mémoire. Il inspira lentement. Elle était différente. Elle ne criait pas. Elle ne suppliait pas. Elle tenait debout, même au milieu du chaos. Et surtout, elle croyait encore à la possibilité qu'on tienne parole. Je n'ai pas supporté de la voir perdre cette croyance, et je n'ai pas eu le courage de rester. J'ai décidé que je ne valais pas cette promesse. Camille restait impassible, mais ses poings s'étaient légèrement contractés sur ses genoux. Elle répondit d'un ton neutre « Vous ne l'avez jamais recontacté, même après. Je n'en ai pas eu la force. Hein, vous pensez que m'inviter à une réunion stratégique d'entreprise est une forme de rédemption ?» Édouard leva les yeux vers elle. Pour la première fois, un soupçon de colère s'immisça dans son regard. « Non, ce n'est pas de la rédemption. C'est une tentative, peut-être maladroite, de faire entrer dans cette tour ce que nous avons toujours laissé dehors. Vous représentez une vérité qu'aucun consultant n'apportera jamais. Vous portez une mémoire qui dérange, et c'est justement pour cela qu'elle est précieuse. » Il s'approcha légèrement, les coudes sur les genoux, le ton plus grave. « Dites-moi la vérité. Depuis combien de temps vous saviez qui j'étais? Depuis que j'ai vu votre nom sur un ancien dossier abandonné dans une salle d'archives, j'ai reconnu la signature. Ma mère l'avait montrée à la maison. Je n'étais qu'une enfant, mais je n'ai jamais oublié. » Édouard se redressa lentement. Il savait désormais que Camille n'était pas une employée qui s'était retrouvée là par hasard. Elle avait traversé cette entreprise en silence, comme un témoin infiltré, comme un rappel permanent de ce qui avait été volontairement enterré. « Pourquoi ne pas m'avoir parlé plus tôt ?» demanda-t-il. « Parce que je voulais d'abord voir si vous étiez capable de me voir autrement que comme une technicienne d'entretien. Parce que je voulais savoir si cet homme, qui avait tourné le dos à mon quartier, était encore celui qui prenait toutes les décisions ici. » Un silence lourd s'installa entre eux, mais ce n'était plus un silence d'opposition. C'était celui d'une tension en train de céder, d'une frontière en train de s'effacer. Édouard reprit plus bas. « Camille, je ne peux pas effacer ce que j'ai laissé faire. Je ne peux pas vous rendre ce que votre mère a perdu, mais je peux faire autre chose. » Elle le fixa attentive. « Le projet de transformation territoriale va avancer, mais cette fois, je veux qu'il se fasse avec ceux qui ont toujours été ignorés. Je veux que vous en fassiez partie, pas comme témoin, comme actrice, pas une place symbolique, un vrai rôle. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle savait que cette proposition n'était pas anodine. Elle ne voulait pas d'un poste pour taire une voix. Elle voulait que cette voix soit entendue, respectée, utilisée. Après quelques secondes, elle demanda « Et si je refuse ? Alors je continuerai.
Mais je le ferai en sachant que j'ai encore échoué à écouter ceux qui auraient dû être au centre de tout cela. Elle regarda à travers la fenêtre, les lumières de la ville désormais tamisées. Puis elle revint à lui. « J'accepte de participer, mais je veux que ce soit clair. Je ne suis pas là pour décorer vos dossiers. Je ne suis pas là pour vous aider à dormir tranquille. Je suis là pour empêcher que ce que vous avez fait à Saint-Priest se reproduise. Et je ne me tairai pas quand ça dérangera. » Édouard acquiesça. Ce n'était pas une victoire, c'était un engagement. « Vous avez ma parole. » Elle se leva, lui aussi. Ils se serrèrent la main sans solennité, mais avec la fermeté d'un pacte réel. En sortant du bureau, Camille croisa plusieurs regards. Elle n'y prêta pas attention. Elle savait que désormais, elle n'était plus un simple nom oublié sur une fiche de paie. Elle portait une histoire, une mission, une ligne de fracture devenue ligne de front. Et dans le silence du couloir, quelque chose venait de s'ouvrir. Pas un pardon, pas une réparation, mais un passage. Le passé venait de frapper à la porte, et cette fois, elle avait été ouverte. Les jours qui suivirent à la réunion chaotique et la conversation intime dans le bureau d'Édouard furent marqués par un silence stratégique. Aucun communiqué ne fut publié. Aucun message interne n'évoqua l'incident. Officiellement, la direction se concentrait sur la prochaine phase du projet de transformation territoriale, comme si tout s'était déroulé dans le calme habituel. Pourtant, en coulisses, rien n'était stable. Les réunions en petits comités se succédaient, les échanges de mails entre départements se faisaient plus tendus. Les conversations de couloir portaient presque toutes sur le même sujet. Camille Morel. Les membres de la direction, habitués à décider sans opposition réelle, se divisaient désormais autour d'une question centrale. Que faire de cette jeune femme qui, sans aucun poste officiel, sans réseau établi, venait de redistribuer les cartes en une seule intervention? Certains parlaient d'opportunité, d'innovation dans la gouvernance. D'autres murmuraient qu'elle était une menace, une variable incontrôlable dans une mécanique jusque-là bien huilée. Mais aucun d'eux ne pouvait nier ce que tous avaient vu. Édouard l'écoutait, pas par obligation, pas par stratégie, mais parce qu'il se sentait directement concerné. Camille, de son côté, n'avait pas repris son travail dans les étages inférieurs. Une note administrative, discrètement envoyée par le bureau du président, avait suspendu ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Elle avait reçu l'accès à une salle de réunion du 28e étage, vide, impersonnelle, mais équipée. Et c'est là qu'Édouard la rejoignit, un matin pluvieux pour une conversation plus longue, plus dense, plus essentielle. Il n'y avait pas de décor protocolaire cette fois, pas de formalisme. Juste deux personnes assises face à face, avec entre elles des années de silence à combler. Édouard avait apporté un vieux dossier jauni étiqueté Saint-Priest, phase 1, archives. Il le posa sur la table, mais n'y toucha pas tout de suite. J'ai relu tout ce que j'avais sur ce projet. Ce qu'on a planifié, ce qu'on a promis, ce qu'on a abandonné. Mais rien de tout cela ne m'a aidé à comprendre ce que vous avez vécu. Camille ne répondit pas. Elle attendait qu'il poursuive. Je me souviens du dernier jour où je suis allé sur place. Il y avait cette atmosphère étrange. Les travaux s'étaient arrêtés, les entrepreneurs commençaient à remballer. Et au milieu de ce désordre, votre mère m'attendait. Elle ne criait pas. Elle m'a simplement demandé si j'avais déjà mis les pieds dans un appartement sans eau courante, si j'avais déjà vu un enfant dormir sous un escalier parce que sa chambre avait été murée par les travaux. Je n'ai pas su quoi dire. Alors j'ai fui. Camille le regarda droit dans les yeux. Ce jour-là, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Elle ne m'a pas raconté votre échange, mais elle a ouvert la fenêtre, elle a regardé le quartier en silence. Et elle a dit une seule chose. On est seul, Camille, complètement seul. La voix de Camille ne tremblait pas, mais chaque mot était comme une lame fine, précise, implacable. Elle ne cherchait pas à accuser, elle racontait simplement, avec la froideur lucide de ceux qui ont attendu trop longtemps des réponses. Après votre départ, reprit-elle, les aides municipales ont été coupées, le centre de médiation a fermé. L'association que ma mère gérait a tenté de tenir, mais sans fonds, sans relais, tout s'est effondré. Et quand elle est tombée malade, il n'y avait plus rien. Plus de soins, plus de structure, plus de solution. Édouard baissa les yeux. Il n'y avait rien à répondre. Tout avait déjà été dit. J'avais 11 ans, continua Camille. J'ai dû apprendre à écrire des lettres administratives à sa place. J'ai découvert ce qu'était un avis d'expulsion. J'ai vu des huissiers venir chez nous alors qu'elle était allongée, sans force, incapable de se lever.
Et personne, absolument personne, n'a rappelé. Pas la mairie, pas les entreprises, pas vous. Elle s'arrêta un instant, la gorge nouée. Mais elle reprit, posément. Elle est morte chez nous, une nuit, sans faire de bruit. Et c'est là que j'ai décidé que je ne dépendrai plus jamais de vos promesses. Un long silence suivit. Puis, doucement, Édouard leva à nouveau les yeux. J'ai honte de ne pas avoir été là. Mais ce n'est pas suffisant. Vous ne me devez rien, Camille. Mais moi, je vous dois beaucoup. Et je vous dois surtout de vous écouter, maintenant. Pas comme un symbole, pas comme une dette, mais parce que ce que vous avez traversé vous rend plus légitime que n'importe lequel de mes directeurs. Elle acquiesça lentement, puis répondit « Ce que je veux, ce n'est pas qu'on me place dans un bureau avec un titre creux. Ce que je veux, c'est que l'entreprise arrête de penser qu'on peut gérer le social avec des notes de bas de page. Il faut intégrer la réalité des gens dès le début des projets, pas une fois qu'ils ont échoué. Vous aurez carte blanche, répondit Édouard. Une équipe, un budget, et l'autorité nécessaire pour dire non à n'importe qui, y compris moi. Alors je le ferai, mais à ma façon. Je n'en attends pas moins. Ils se regardèrent un instant. Il n'y avait plus de distance, plus de hiérarchie. Juste deux récits, deux vérités qui avaient enfin cessé de se croiser sans se voir. Deux versions d'une même histoire, désormais prêtes à écrire un chapitre nouveau. Et en sortant de cette salle, chacun d'eux savait que ce qu'il venait d'initier allait déranger bien plus que les murs confortables du pouvoir. Car une fois que la vérité entre dans une organisation, elle n'en ressort jamais intacte. L'invitation était sobre, officielle, imprimée sur un papier épais, sans fioritures. En haut, le logo du Valtieri Group. En bas, le lieu. Grand amphithéâtre de l'Institut national des territoires, à Paris. Une salle solennelle, habituellement réservée aux grandes conférences d'État ou aux annonces gouvernementales majeures. Cette fois, elle servirait à autre chose. La présentation publique du nouveau programme de revitalisation urbaine, chapeauté par la direction de Valtieri, avec la présence d'investisseurs, d'experts internationaux, de journalistes et de représentants de quartiers ciblés par les futurs projets. Mais ce n'était pas cet événement en soi qui alimentait les rumeurs depuis plusieurs jours. C'était la présence annoncée, noir sur blanc, d'une nouvelle figure, jusqu'ici inconnue du public, Camille Morel, consultante indépendante en impact social. Aucun communiqué ne donnait plus d'informations, mais à l'intérieur de l'entreprise, les langues se déliaient. Certains la surnommaient déjà la tache sur la vitrine. D'autres, plus lucides, voyaient en elle une faille volontaire dans un système qui avait toujours refusé les contradictions. Le jour de l'événement, la foule afflua bien avant l'ouverture des portes. Journalistes économiques, caméras des grandes chaînes, activistes urbains, élus locaux, tous voulaient comprendre ce que Valtieri préparait et pourquoi un géant de la technologie, habitué aux annonces calibrées, avait choisi d'exposer une telle figure de la contestation. L'amphithéâtre, plongé dans un silence ponctué de flashs, s'emplissait lentement. Sur scène, 3 pupitres. Un pour Édouard Valtieri, un pour son directeur financier et un pour Camille. Aucun rideau, aucune mise en scène, pas de vidéo promotionnelle, juste des micros, des dossiers et une tension que l'on pouvait sentir dans chaque souffle. Lorsque Camille monta sur scène aux côtés d'Édouard, elle portait un tailleur sobre, noir, sans aucune marque apparente. Ses cheveux étaient attachés, son visage ferme. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas à se faire aimer. Elle était là pour faire face, pas pour plaire. Édouard commença par une introduction formelle. Il parla de transformation, d'évolution de la mission sociale de l'entreprise, de la nécessité d'ancrer les décisions économiques dans une réalité vécue par ceux qu'on prétendait aider. Puis, sans transition excessive, il se tourna vers Camille et lui céda la parole. Elle s'avança lentement. L'écran géant derrière elle projetait une carte de la France avec des zones rouges, les territoires oubliés, les quartiers laissés à l'abandon, les chantiers suspendus, comme les appelait le rapport officiel. Camille parla sans note. « J'ai grandi dans l'une de ces zones rouges, Saint-Priest. J'y ai vu des promesses non tenues, des bâtiments laissés à l'abandon, des aides coupées sans explication. J'y ai vu ma mère lutter seule contre l'indifférence. Elle y a perdu sa santé, sa dignité, sa vie. Elle marqua une pause. Aucun bruit dans la salle. Ce que vous voyez sur cette carte, ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des enfants qui grandissent, sans futur, des femmes seules face aux administrations, des hommes qui disparaissent du système.
Et derrière chaque décision, il y a un nom, une signature, un silence. Les images changèrent. Photos de quartiers dégradés, témoignages filmés de résidents, extraits d'archives de projets inachevés. Ce que nous proposons aujourd'hui, ce n'est pas un programme de plus, c'est un changement de méthode. Pour chaque projet, nous irons sur place. Nous écouterons avant de construire. Nous impliquerons ceux qui vivent, et non seulement ceux qui investissent. Dans la salle, certains notaient frénétiquement. D'autres ne levaient plus les yeux de la scène. Camille poursuivit. Les erreurs passées ne peuvent pas être effacées, mais elles peuvent servir de fondation pour quelque chose de différent. Et pour cela, nous ne chercherons pas à convaincre avec des slogans. Nous laisserons parler ceux qui ont été oubliés. Elle se tourna vers Édouard, puis revint à l'Assemblée. Ce plan ne sera pas mené par une direction seule. Il sera contrôlé par une commission indépendante composée d'habitants, d'associations locales et d'experts en terrain. Moi, je serai leur relais, pas leur porte-parole, leur messagère. Les questions commencèrent. Un journaliste demanda si cela signifiait que l'entreprise reconnaissait officiellement sa responsabilité dans l'échec de Saint-Priest. Édouard prit le micro. Oui, un mot. Clair, assumé, direct. Il n'éluda pas. Il ne justifia pas. Il reconnut. Une autre question. Pourquoi Camille Morel? Cette fois, ce fut elle qui répondit. Parce que je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas d'image à sauver. Pas de poste à sécuriser. Je n'ai que ce que j'ai vécu. Et c'est suffisant pour savoir où il ne faut plus jamais revenir. Dans les heures qui suivirent, les médias relayèrent massivement les propos de Camille. Des extraits de son discours circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Mais ce fut une phrase précise, presque improvisée, qui marqua tous les esprits. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle pensait de sa soudaine mise en lumière, elle répondit « Je ne suis pas la lumière, je suis l'ombre qu'on a trop longtemps ignorée. » Cette phrase fut reprise dans la presse, imprimée sur des affiches, gravée dans les mémoires. Pendant ce temps, au siège de l'entreprise, les tensions augmentaient. Plusieurs membres du conseil d'administration exigeaient des explications. On l'accusait d'avoir exposé la société à des critiques trop directes, d'avoir fragilisé sa position face aux investisseurs. Édouard, désormais seul dans son bureau, reçut une convocation. Le conseil voulait le voir. Officiellement pour discuter de l'alignement de la stratégie. Officieusement pour lui poser une question simple. Allait-il continuer sur cette voie ou se retirer? Il savait déjà ce qu'il allait répondre. Dès le lendemain de la réunion publique, les répercussions commencèrent à se faire sentir avec une violence méthodique. Les retours de presse, bien que globalement positifs, divisèrent l'opinion. Certains saluaient le courage du Valtieri Group d'avoir reconnu ses erreurs et engagé une voie issue des territoires marginalisés. D'autres dénonçaient une manœuvre de communication habile, visant à redorer l'image d'une entreprise dont les responsabilités sociales avaient toujours été évasives. Mais dans l'intimité des couloirs du pouvoir, une toute autre pression s'organisait. Les actionnaires majeurs, inquiets de la tournure que prenaient les choses, commencèrent à exiger des bilans. Ils convoquèrent Édouard à une série de réunions privées où les mots utilisés n'étaient plus ceux du dialogue, mais de la mise en garde. L'un des investisseurs principaux formula la menace à peine voilée lors d'un entretien à huis clos. « Si vous continuez sur cette voie, Édouard, vous allez transformer une machine rentable en organe de repentance sociale. Ce n'est pas pour cela que nous avons placé notre confiance et nos milliards dans cette entreprise. » Édouard, assis face à eux, les mains posées sur la table, écoutait sans répondre. Il ne haussait ni le ton ni les épaules. Il ne tentait pas de convaincre. Il attendait que la tempête passe, puis, au moment opportun, posait une phrase nette, précise, irrévocable. « Ce n'est pas la confiance que vous avez placée en moi qui me lie à vous. C'est ma responsabilité, et je ne la délèguerai pas. » Le conseil comprit alors qu'il ne reculerait pas. Le choix était donc simple, soit ils l'écartaient, soit ils acceptaient la mutation en cours. Mais le PDG, malgré ses prises de position audacieuses, gardait une influence forte au sein de l'entreprise. Le scénario d'une destitution immédiate paraissait trop risqué. Un ultimatum fut donc posé. Il aurait jusqu'à la fin du trimestre pour prouver que cette nouvelle stratégie pouvait être compatible avec la rentabilité. Sans cela, il devrait se retirer. De son côté, Camille n'ignorait rien de cette tension. Elle avait vu les regards changer dans les couloirs,
sentit les gestes devenir plus prudents, plus calculés. Elle comprenait que sa présence n'était plus seulement une question éthique, mais un facteur politique, un point de rupture dans un équilibre fragile. Pourtant, elle ne s'en servait pas comme d'une arme. Elle avançait simplement, organisant des réunions avec des associations locales, mettant en place des groupes de travail avec des habitants, répondant à chaque mail, chaque message, chaque appel. Mais un soir, alors qu'elle sortait d'un entretien avec des représentants d'un quartier en périphérie de Marseille, elle reçut une invitation à participer à une émission télévisée nationale, un plateau politique avec débat en direct. Le sujet annoncé: les grandes entreprises peuvent-elles réparer ce qu'elles ont détruit? Le nom d'Édouard figurait dans la liste des invités, mais il avait décliné. Camille hésita. Elle en parla à Édouard dans son bureau, sans détour. On me demande de parler au nom du projet, mais je ne sais pas si je dois y aller. Il prit quelques secondes avant de répondre. Si vous n'y allez pas, ils raconteront cette histoire à votre place. Et si j'y vais, je m'expose à ce que tout cela devienne un spectacle. Ce n'est pas à vous que je dois rappeler que le silence est plus dangereux que l'exposition. Elle accepta. L'émission fut regardée par plus de 2 millions de téléspectateurs. Camille y parla avec la même précision que lors de la réunion publique. Pas d'excès de langage, pas de révolte mise en scène, juste une ligne droite. Elle raconta les faits, les échecs, les tentatives. Et lorsque le journaliste lui demanda presque à la fin de l'émission ce qui, selon elle, avait été le vrai tournant de cette histoire, elle marqua un temps d'arrêt, puis répondit « Ce n'est pas moi qui ai changé les choses, c'est lui, quand il a choisi d'écouter. J'ai seulement parlé, c'est lui qui a décidé d'entendre. » Le plateau se figea une fraction de seconde. La phrase, sortie sans emphase, portait un poids immense. Elle inversait les rôles, refusait le statut de sauveuse, refusait d'être instrumentalisée, et en même temps rendait à Édouard une part de son humanité. Cette phrase fit le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Les médias titrèrent « Camille Morel, c'est lui qui a écouté ». L'impact fut immédiat. Les analystes y virent une posture inédite dans la sphère économique française. Pour la première fois, une entreprise ne se protégeait pas derrière des avocats ou des cabinets d'images. Elle exposait une voix venue d'en bas, sans filtre, et acceptait le regard critique sur son passé. Mais ce tournant souleva aussi de nouvelles questions. Certains commençaient à parler d'un risque d'effet Camille, c'est-à-dire d'une attente généralisée dans d'autres entreprises pour intégrer des profils semblables. Les conseils d'administration les plus conservateurs se crispaient. Des critiques apparurent dans la presse spécialisée. La morale ne sauvera pas les bilans. Une entreprise n'est pas un espace thérapeutique. Édouard, au cœur de cette tempête, restait silencieux. Il n'avait pas besoin de répondre. Ce qu'il avait à faire n'était pas d'argumenter, mais de tenir. Un matin, dans un café proche du siège, alors que Camille relisait les propositions d'un collectif d'urbanistes indépendants, un homme l'aborda. La cinquantaine, costume simple, visage marqué. « Mademoiselle Morel ?» Elle leva les yeux, méfiante. « Je voulais vous remercier, dit-il. Vous avez dit ce que personne n'avait osé, et vous l'avez fait sans chercher à vous venger. Ce n'était pas de la vengeance. Justement, c'est pour ça que c'est puissant. » Il repartit sans se présenter. Camille resta là, le regard fixé sur la fenêtre. Elle pensait à sa mère, à ce que Léa aurait dit si elle avait pu voir cela. Elle aurait peut-être souri en silence, elle n'aurait pas applaudi. Elle aurait simplement posé la main sur l'épaule de sa fille et dit « Tu es restée droite ». Ce soir-là, Édouard lui envoya un message. « Le conseil veut me voir demain. Soit je plie, soit je pars. » Camille répondit simplement « Alors ne plie pas ». Il ne répondit pas, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Le conseil d'administration s'était réuni à huis clos ce jeudi-là, à 8 heures précises. Tous les membres étaient présents. Les visages tendus, les voix basses, les regards échappant systématiquement à la caméra de sécurité installée dans la salle. Pas de café, pas de plaisanterie. Un seul point à l'ordre du jour. La décision d'Édouard Valtieri de poursuivre sa stratégie d'intégration sociale, malgré la chute momentanée du cours de l'action et les protestations d'une partie des partenaires internationaux. La première demi-heure fut consacrée à des chiffres. Présentation, graphique, prévision à court et moyen terme. Le directeur financier mit en évidence une baisse de 6,3% dans les investissements sur les projets en développement. Une tension perceptible circulait dans la salle,
mais personne n'osa encore formuler ce qui était sur toutes les lèvres, jusqu'à ce qu'un administrateur assis au centre prenne la parole d'une voix sèche. Nous ne pouvons pas continuer à transformer l'entreprise en forum de réconciliation sociale. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mandat. Édouard ne répondit pas immédiatement. Il avait appris à écouter d'abord, à laisser les objections s'user d'elles-mêmes. Puis, calmement, il se redressa. Ce n'est pas un forum, c'est une entreprise. Mais justement, si elle veut survivre, elle doit cesser de construire sur des ruines. Nous avons bâti pendant des années sur des promesses jamais tenues. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Il balaya la salle du regard. Le problème, ce n'est pas Camille Morel. Le problème, c'est que nous avons cru que l'efficacité économique pouvait exister sans conscience du terrain, qu'on pouvait industrialiser la régénération sociale comme on automatise une chaîne de production. Cette époque est finie. Si vous refusez de voir cela, vous refusez de voir la réalité. Il ne s'agissait pas d'un plaidoyer, pas d'une supplique. C'était une déclaration de gouvernance, un choix assumé. Le Conseil s'en rendit compte, et face à cette détermination, la stratégie changea. Un compromis fut proposé. Le projet serait maintenu à condition d'un suivi strict, d'une évaluation trimestrielle et d'un encadrement formel des nouvelles fonctions internes créées. Édouard accepta. Non pas parce qu'il cédait, mais parce qu'il savait qu'un changement profond exigeait d'abord d'être institutionnalisé pour survivre. Ce n'était plus le temps de la confrontation, mais celui de l'installation durable. Le lendemain, une note officielle fut publiée dans tout le groupe. À compter du 1er mai, Camille Morel était nommée directrice de l'impact social et territorial. Elle aurait à sa disposition une équipe interdisciplinaire de 15 personnes, un accès direct au comité de pilotage des projets stratégiques et un budget indépendant. Elle aurait également un siège observateur au conseil d'administration, un fait sans précédent pour une personne sans formation en gestion d'entreprise. La nouvelle fit l'effet d'un séisme interne. Certains s'insurgèrent immédiatement. Comment une ancienne femme de ménage, sans diplôme de commerce, pouvait-elle obtenir une position de ce niveau? Des notes anonymes circulèrent. Des mails internes furent fuités vers la presse. Les critiques prirent de l'ampleur. Copinage, manipulation médiatique, populisme d'entreprise. Mais Camille, fidèle à elle-même, n'entra dans aucun de ces jeux. Elle refusa les interviews. Elle déclina les invitations au plateau télé. Elle concentra ses premières semaines sur le terrain. Lille, Toulouse, Montreuil, Nantes. Elle rencontra les collectifs locaux, les associations, les habitants. Elle écouta. Elle prit des notes. Elle observa sans promettre. À Lyon, elle retourna à Saint-Priest. Non pas en tant que symbole, mais en tant que fonctionnaire. Elle demanda à voir les archives du projet inachevé. Elle constata l'état des bâtiments abandonnés, parla avec ceux qui y vivaient encore. Elle retourna devant le centre social où sa mère s'était battue. Il était toujours fermé. Mais les lettres effacées de l'ancienne pancarte étaient encore visibles. Et ce jour-là, elle appela Édouard. « Il faut commencer par ici. Tu es sûr ?»« Oui. Ce n'est pas un geste symbolique. C'est un test de sincérité. » 2 mois plus tard, le Conseil valida la réouverture du centre social de Saint-Priest. Cette fois, avec un modèle de gestion participative associant les habitants et les responsables du projet. Ce fut le premier acte d'un plan plus large, nommé « Reconstruire avec ». Mais tout ne se fit pas sans heurts. Au sein même de l'équipe de Camille, des tensions surgirent. Certains experts, venus du monde universitaire ou des collectivités territoriales, supportaient mal l'idée de devoir rendre des comptes à une femme qu'ils considéraient comme une autodidacte. Ils contestaient ses décisions, retardaient l'exécution des plans, multipliaient les rapports contradictoires. Elle dut s'imposer, fermer des portes, remplacer des postes. Édouard lui offrit son soutien sans jamais interférer. Il avait compris qu'elle devait affronter seule cette résistance, qu'il ne fallait pas la protéger, mais la laisser prendre le pouvoir qu'elle était en train de construire. Un jour, alors qu'un ancien conseiller stratégique, licencié pour obstruction, la croisait dans un couloir, il la toisa du regard et lança « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Elle s'arrêta, le fixa, et répondit sans agressivité « C'est possible. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi j'apprends. Vous, vous répétez. » Et elle s'en alla. Cette phrase circula. Rapidement. Dans les open space, les salles de pause, les réunions, on comprit qu'elle ne quitterait pas cette entreprise facilement, qu'elle n'était pas une façade.
Elle devenait lentement mais sûrement une force structurelle. Vers la fin du trimestre, les premiers résultats furent présentés. Les indicateurs sociaux auparavant ignorés furent intégrés au rapport financier. Une logique d'évaluation participative fut mise en place. Et surtout, un signal clair fut envoyé aux territoires périphériques. Valtieri Group ne bâtirait plus sans eux. Le plus difficile restait à faire. Les fractures internes n'étaient pas toutes résorbées. Les résistances, même voilées, subsistaient. Mais pour la première fois, un pouvoir venu du bas, porté par l'expérience directe du réel, s'était institutionnalisé sans trahir son origine. Et au milieu de tout cela, Camille tenait sa ligne, sans exaltation, sans stratégie d'image. Elle travaillait, jour après jour, non pour prouver qu'elle avait eu raison, mais pour que, cette fois, personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. L'événement fut discret. Aucun communiqué officiel ne l'annonçait. Aucun logo, aucun discours, aucune caméra. Juste une date, une heure et un lieu. Samedi 15 heures, au Musée des Initiatives Sociales de Paris, une aile récemment ouverte à la mémoire des luttes locales, des engagements citoyens et des réformes urbaines nées de l'intérieur. Dans l'une des vitrines centrales, un espace sobre, presque vide, attendait un seul objet. Une robe bleue, nuit, fluide, simple, sans signature apparente. Celle que Camille Morel avait portée le soir de la réunion où tout avait basculé. Elle arriva seule sans escorte, vêtue cette fois d'un pantalon droit et d'un manteau noir. Elle avait refusé toute mise en scène. Elle ne voulait pas que ce geste soit interprété comme un adieu, ni comme une tentative de sacralisation. Pour elle, cette robe n'était pas un trophée, mais une trace, une preuve matérielle que l'apparence, ce soir-là, n'avait été que l'enveloppe d'une parole retenue trop longtemps. Le conservateur du musée l'accueillit à l'entrée, avec un respect mesuré. Il ne fit aucun discours. Il lui tendit simplement le document d'authentification que Camille signa sans hésiter, puis elle sortit la robe d'un sac protégé. Elle la posa sur le tissu de présentation prévu pour l'exposition. Elle observa un instant le vêtement. Aucune émotion excessive, juste la mémoire d'un moment où, pour la première fois, elle avait occupé une salle où elle n'était censée que passer. Un petit groupe de visiteurs, silencieux, s'était arrêté à quelques mètres. Ils semblaient reconnaître la scène. Certains la prenaient en photo, d'autres lisaient la plaque installée juste sous la vitrine. Robe portée par Camille Morel lors de la réunion stratégique du Valtieri Group, avril 2026. Don de l'intéressé. Symbole d'un tournant dans la prise en compte de la parole issue des territoires populaires dans la gouvernance d'entreprise. Camille s'éloigna sans commentaire. Elle descendit les escaliers, franchit la porte, sortit dans la rue, où un vent léger balaya ses cheveux. À quelques mètres, un journaliste l'attendait. Il n'avait pas été invité. Il n'avait pas annoncé sa venue. Il se tenait là, un carnet en main, le regard hésitant. « Vous m'accordez une question ?» Elle s'arrêta. Elle le reconnut. Il avait couvert la première réunion publique, celle où elle avait confronté les plans de l'entreprise avec les réalités du terrain. Une seule. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé votre vie? Camille réfléchit quelques secondes. Elle aurait pu parler de sa mère, de Saint-Priest, de la première fois qu'elle avait lu un document de stratégie économique en cachette, dans une salle de pause. Elle aurait pu évoquer le moment où Édouard lui avait tendu la main, ou celui où elle avait prononcé son nom devant toute une assemblée incrédule. Mais elle choisit autre chose. Le jour où quelqu'un m'a regardé sans voir seulement une robe, un badge ou un dossier. Le jour où j'ai cessé d'être invisible. Le journaliste nota rapidement. Il voulut enchaîner, poser une autre question, mais Camille lui tourna le dos et reprit sa marche. De l'autre côté de la rue, appuyé contre un lampadaire, Édouard observait la scène. Il n'était pas intervenu. Il n'était pas venu avec elle au musée. Il avait compris, avec le temps, que certaines choses n'appartenaient qu'à elle. Mais il tenait à être là, à distance. Pas pour surveiller, pas pour approuver. Juste pour témoigner en silence de ce que ce geste représentait. Lorsqu'elle croisa son regard, elle ne s'arrêta pas. Elle hocha légèrement la tête. Il répondit par un sourire presque imperceptible. Puis elle continua, laissant derrière elle le musée, la robe, les mots. Elle n'avait jamais voulu être une figure, ni un modèle. Elle avait seulement voulu que ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vu, serve à autre chose qu'au silence. Elle avait dit, elle avait agi, elle avait résisté. Et maintenant, elle avançait. Non vers une nouvelle fonction, non vers un poste plus élevé,
mais vers le quotidien du travail, celui qui n'exige ni reconnaissance publique, ni statut, ni robe dans une vitrine, un travail que personne ne fera à sa place, un travail qui commence là où les discours s'arrêtent.